Laurence, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes secrétaire déléguée de l'association L'Univers des Coccinelles pour le 64. Qu'est-ce que c'est l'Univers des Coccinelles? Alors l'Univers des Coccinelles est une association qui a été créée l'année dernière sous la pression de certains jeunes de tous horizons départementaux pour faire connaître et reconnaître la maladie, la neurofibromatose de type 1 et de type 2. Donc on s'est lancé, nous les parents, dans ce challenge. Le président est donc en Alsace, à Metz, et nous avons plusieurs délégations en France, dont l'Aquitaine et le 64 ici. Et nous avons pour but de rentrer pas mal d'adhésions, surtout, de personnes qui nous soutiennent pour faire des actions, pour rentrer un maximum de fonds, pour aider les familles qui sont dans le besoin, pour plein de petites choses qui ne sont pas très agréables, les transports, les fauteuils roulants, les appareillages divers et variés médicaux. Donc, et aussi, nous avons cette petite partie de rêve où il faut bien sourire, où certaines personnes ont peut-être des rêves, que ce soit des adultes, des adolescents ou des enfants, ou voyage en montgolfière, ou donner des coups d'envoi de match de foot, ou de rugby, ou faire du canoë-kayak, peu importe, mais leur accorder un temps de sourire et de détente. Alors, qu'est-ce que la neurofibromatose? Alors la neurofibromatose est une maladie génétique orpheline, rare, mais pas si rare que ça, puisque en France, mais les statistiques n'ont pas été modifiées depuis 2 ans, mais c'est environ 25 000 personnes de touchées. Vous avez la NF1 et la NF2, une majorité de NF1 quand même. La NF2 est un petit peu plus rare, je dirais pas moins lourde, elle est aussi embêtante et aussi difficile à soigner. C'est le développement on appelle ça des neurofibromes, en interne et en externe, sur tout le corps, quel que soit ça touche tous les nerfs du corps, des pieds à la tête. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Aucun malade ne peut avoir la même évolution, ils ne sont pas identiques. Donc chez certains, la maladie peut être déclarée très jeune, avec une évolution très lente. Et puis ça peut être très jeune avec une évolution très importante. Ensuite la maladie peut fiche la paix pendant 4-5 ans. Et sur des événements de la vie qui peuvent arriver malheureusement, que ce soit un décès dans la famille, que ce soit la perte d'un travail pour un jeune, etc. Tout peut exploser et la maladie prend le pas sur les choses normales de la vie. Comment elle se déclare et quel organe elle peut toucher? Alors, pour les enfants, le test, c'est les taches café au lait sur le corps. Dès qu'il y a plus de 3 ou 4 taches et grandes taches sur le corps, on est en alerte. Le tour de tête aussi est important. Si le tour de tête est vraiment très important, les pédiatres doivent être très attentionnés et faire des examens, mais vraiment des examens pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. Et la plupart du temps, les yeux sont touchés, donc il peut y avoir un gliome du nerf optique, c'est-à-dire une tumeur, pour faire simple, une tumeur sur le nerf optique. La plupart du temps, on peut enlever cette tumeur, mais il arrive qu'on soit obligé de couper le nerf optique.
Quand on coupe un nerf optique, c'est un crâne ouvert, et quelquefois, en crâne ouvert, on découvre à l'intérieur d'autres neurofibromes. Ça peut toucher la colonne vertébrale. La moelle épinière peut être touchée à un moment donné. Ça peut toucher les nerfs des jambes également. L'espérance de vie de la neurofibromatose, d'après certains chercheurs, pour le type 2, ils disent entre 35 et 40 ans, mais en global, on peut aller jusqu'à 67 ans. Mais on ne peut pas donner d'âge d'espérance de vie de moyenne, c'est pas possible, parce que des jeunes décèdent, parce que malheureusement, voilà, en France on a très peu de centres de référence, donc on ne peut pas tout faire. Maintenant, les moins jeunes finissent leur existence dans des conditions de tétraplégie, d'opérations très lourdes concernant tout ce qui est os, tout ce qui est articulation, où les tumeurs viennent s'insérer. Donc on enlève ce qu'on peut enlever, mais on n'a pas les résultats que l'on veut en définitive. Donc tout ça c'est assez compliqué et ça touche tellement d'endroits dans le corps qu'il faut un nombre incalculable de spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le type 1 et le type 2? Alors c'est tout simplement le gène. Neurofibromatose de type 1, c'est le gène 17 qui ne va pas bien. Ce gène 17 provoque des développements de tumeurs à tout va, dans tout le corps et à l'extérieur du corps. Il faut savoir qu'on peut être couvert de centaines de milliers de neurofibromes sur le corps. Et pour le type 2, c'est le gène 22 qui aussi va pas bien. Et ce gène 22 touche principalement les oreilles, ainsi que malheureusement l'intérieur aussi du corps. Combien de personnes actuellement en France sont touchées? Alors, les statistiques n'ont pas été mises à jour et on n'arrive pas à avoir trop de statistiques parce que malheureusement dans les services, les centres de référence, les quelques centres de référence en France, ils n'ont pas vraiment le temps de faire ces statistiques. Mais les dernières que j'ai, c'est 25 000. Sur ces 25 000, je pense, ça c'est un avis personnel, après avoir fait une enquête un petit peu dans toute la France, je pense que largement la moitié, et même plus de la moitié, sont vraiment très atteints. Il peut y avoir des déformations de visage absolument énormes. Un livre est sorti il n'y a pas très longtemps, fait par Jérôme Hamon, qui est quelqu'un, qui est un jeune homme qui a eu le courage d'écrire un livre sur sa maladie et qui a intitulé son livre « T'as vu le monsieur ». Quand j'ai vu le titre de ce livre, je vivais « T'as vu le petit ». T'as vu, c'est comme ça que l'on montre les neurofibromatoses. Et ce jeune homme a été greffé du visage par un chirurgien extraordinaire, professeur Lantieri, qui a un caractère bien trempé, mais qui a des doigts d'or et qui est capable de faire des greffes de visage absolument extraordinaires. Il lui a redonné l'envie d'être, l'envie de vivre, l'envie d'être comme tout le monde. On a longtemps comparé la neurofibromatose à la maladie d'Elephant-Man, qui est le syndrome de Proté, et qui n'a absolument rien à voir. Ça, je tiens à le spécifier, le professeur Lantieri l'avait spécifié également. La neurofibromatose est beaucoup plus lourde que le syndrome de Proté, puisqu'on arrive à des fins, malheureusement, qui sont peu agréables pour les patients et pour les familles. Alors, cette maladie peut-elle engendrer des complications? Oui, bien sûr.
Vous avez au niveau néphrologique, hein, les sténoses de l'artère rénale sont nombreuses. Donc il y a un rein qui fonctionne à 10% et cela provoque de l'hypertension à l'âge de 3 ans où vous avez des enfants qui montent à 20-15 de tension, qui sont sous traitement parce que enfants on n'opère pas, personne ne prend le risque. Donc ce sont des traitements pendant des années et des années. Souvent on arrive à stabiliser, j'ai un cas où on peut stabiliser l'hypertension et où le rein reste stable, c'est-à-dire qu'il reste à une fonction soit de 12%, soit de 15%, et c'est l'autre rein qui fait tout le travail. Ça, ce sont des cas qui arrivent très souvent. Les jeunes filles sont souvent touchées au niveau utérus. C'est très souvent. Les ovaires, les utérus sont touchés, malheureusement. Il y a des endroits très intimes du corps de la femme qui sont fortement touchés. Fragilisés, oui. Oui. Est-ce qu'on peut dépister cette maladie avant une naissance? Alors, depuis peu de temps, oui. Alors, il y a 2 cas de survenue de la maladie. Il y a la mutation spontanée, et ça, c'est la faute à personne. C'est-à-dire que l'un des parents a un ancêtre du 17e, du 16e ou du 15e qui était touché. Donc c'est une maladie génétique. Et il peut y avoir un parent porteur, mais non déclaré. Et il y a le parent porteur et déclaré, qui prend le risque, qui prenait autrefois le risque de faire un enfant. Et depuis quelques années, grâce à certains médecins qui ont tapé du poing sur la table, qui disaient bon, il faudrait peut-être faciliter la vie des familles, des couples, parce que nos malades ont besoin aussi de se marier, d'avoir une vie normale et d'avoir l'envie d'un enfant. Donc maintenant, on peut faire une amniosynthèse avec la recherche du gène 22 et 17. Donc si l'enfant est atteint, si le fœtus est atteint, la maman a la possibilité de faire un avortement et voilà, et de prendre toutes les précautions nécessaires. Ça, c'est l'avis de la maman c'est la maman qui décide. J'ai un cas, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne qui a vécu ça, qui a pris sur elle, qui a donc subi un avortement et qui quelques mois après s'est retrouvée enceinte et le fœtus n'a absolument rien et elle aura un bébé qui sera non touché par la neurofibromatose parce qu'elle est neurofibromatose. Donc c'est bien une maladie génétique orpheline rare, ça c'est sans aucun doute. Quels que soient les neurofibromes, est-ce qu'on peut les enlever ou certaines qu'on ne peut pas enlever? On ne peut pas tout enlever. On ne peut pas tout enlever. On enlève ceux qui peuvent être le plus dangereux sans savoir si ça va pas repousser. La même chose sur le corps. Il y a un service à Henri Mondor-Créteil, donc avec un lasériste, un médecin lasériste, parce que tous les dermatologues ne peuvent pas le faire. Ils ne sont pas appareillés pour le faire. Il faut des lasers particuliers qui soient à la pointe du progrès du 21e siècle, et il faut savoir s'en servir. Il faut connaître la neurofibromatose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on enlève un neurofibrome sur le corps, il faut enlever la racine, il faut aller profond. Ce sont des opérations très lourdes. Il s'agit, on peut dire une opération, quelquefois ce lasériste en enlève 50 ou 100 ou 150, donc il faut à chaque fois faire attention, cicatriser, etc. etc. C'est pas simple, ni pour le patient, ni pour le lasériste, c'est un travail de titan. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait, il peut enlever des choses assez grosses. Mais on a vu et on sait que on en enlève, mais il en repousse. Il y a d'autres traitements qui peuvent... Non, il n'y a aucun traitement. Le seul traitement, c'est on coupe.
Voilà, nerf optique, ben on coupe, parce qu'à un moment donné, c'est tellement gros, et pour ne pas toucher le chiasma qui est le lien avec l'autre œil, et perdre l'autre œil, on préfère couper le nerf optique, comme ça on garde un seul œil qui fonctionne à 300%, mais on a coupé, c'est nécessaire. Il y a des amputations de bras, des amputations de jambes aussi, hein, ça existe. En dehors de la chirurgie, il n'y a aucun cachet miracle. Nous avons 2 chercheurs qui travaillent sur Paris. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a un autre chercheur qui travaille sur Tours et qui fait ce qu'il peut. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Les centres de recherche neurofibromatose, il n'y en a pas de réel, je veux dire bien constitué, qui soit un service de chercheurs. On en compte 3 ou 4 en France et encore. Au niveau association, on n'a pas trop les moyens, on a du mal à payer tout ça, parce que c'est les associations hein, qui malheureusement payent beaucoup de choses, dont les appareils. Le laser qui est à Henri-Mondor-Créteil, il y a un panneau, c'est une association, la plus vieille association neurofibromatose de France, qui a acheté à 100% l'appareil, puisque la direction de l'hôpital n'avait pas les moyens de payer l'appareil. C'était ça où il n'y avait plus de laser. Tous les ans, on parle des maladies génétiques. Tous les ans, le Téléthon, qui récolte des dons incroyables. Comment se fait-il, Laurence, qu'on ne parle pas de cette maladie? Il faut savoir que depuis un certain temps, le Téléthon s'est transformé en AFM Téléthon. Donc, AFM, c'est la myopathie, toutes les sortes de myopathie. L'AFM est une entreprise, c'est plus une association, c'est une entreprise. Ils ont créé le Génopole à côté de Paris, qui est quelque chose de fantastique, avec des chercheurs, c'est vraiment magnifique. Donc ils ont pour vocation de travailler sur les maladies génétiques et ils sélectionnent. Alors là aussi on est dans la sélection. On ne fait pas partie des priorités. Pourquoi? Ils n'ont jamais su répondre à nos questions. Vous les avez déjà sollicités? Ils ont été sollicités plusieurs fois par cette association donc, qui est vieille de 25 ans. Et les réponses ont été toujours négatives. Sans vous donner de... Non. Alors, ce que je sais, c'est qu'ils travaillent énormément sur le cancer, sur toutes les sortes de myopathie. Peut-être 1 ou 2 maladies génétiques viennent se gréver dans ces recherches. Maintenant, nous n'avons pas la parole à France 2 pour les plateaux télévisés, c'est pas possible. Il y a à peu près 17 ans ou 16 ans, nous avons eu une interview du professeur Wolkenstein, qui est donc chef de service à Henri-Mondor-Créteil, et ils ont fait cette interview de 4 minutes, je crois, à une heure de très grande écoute, qui était 3 h du matin. Donc le professeur Wolkenstein refuse maintenant de demander quoi que ce soit, et je le comprends. Je le comprends. Ce qui a été choquant depuis quelques années, et ça ce sont des personnes que je connais qui sont à Paris, c'est que le samedi après-midi, on fait défiler dans les rues de Paris des malades ou des représentants des petites associations des maladies génétiques orphelines avec des pancartes. Plusieurs personnes ont été choquées. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je l'ai vu, j'ai voulu voir, parce que je regarde jamais le Téléthon. Et quand j'ai vu ça, c'est une certaine humiliation. Quand on voit les pancartes bricolées, avec le nom vite fait des maladies génétiques, des gamins qui portent ça avec les parents à côté.
voilà, je n'adhère pas. Ça a été vu par les associations américaines avec qui je suis en rapport et qui ont trouvé qu'on était tombé bien bas, la France. Ça, c'est l'avis des Américains. Mais je dois dire que je me suis sentie voilà, humiliée. Touchée profondément. Vraiment, c'était à en pleurer. Je trouve ça, c'est pas bien, on fait pas ça. Au même titre que la myopathie, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, la maladie des enfants de la Lune, c'est exactement au même niveau. Alors pourquoi tant de différences? Maintenant, voilà, c'est la mucoviscidose aussi est interviewée. Ce sont les deux grosses maladies qui sont médiatisées. On a la myopathie et la mucoviscidose, bien sûr. Au niveau des maladies génétiques, c'est peu. C'est vraiment très très peu. Quand on veut demander un reportage ou quelque chose, on se heurte. Oui, mais vous n'êtes pas connu. Oui, mais voilà. Oui, mais vous n'avez pas un parrain connu dans l'association. Oui, mais voilà. C'est ce qu'on entend depuis des années. Donc c'est un peu pour ça que ces jeunes ont bougé l'année dernière et que très gentiment et amicalement un parrain célèbre pour son franc-parler et son mauvais caractère, mais adorable, Jean-Pierre Elissade, ancien international de rugby et consultant à Canal Plus Sport, s'est joint à nous et m'a tout simplement dit: tu te sers de ma tête et tu te sers de mon nom et tu y vas. Donc voilà, c'est Carole Montaigu, journaliste, s'est joint également à nous. Tout à fait. Et nous a énormément aidé. C'est quelqu'un qui se bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui se bouge énormément pour nous. Donc petit à petit, on va peut-être arriver à se faire connaître et à être reconnu et pouvoir enfin aider les familles en perdition. Je tiens à signaler qu'on parle des malades, mais il y a les parents accompagnants. Et qui plus est, quand il n'y a pas de moyens, comment on fait? Alors, quand il n'y a pas de moyens, moi j'ai entendu des choses absolument incroyables, des ventes de voitures, des prêts à tire-larigot, machin, ou tout simplement des familles qui baissent les bras et qui ne font pas soigner leurs enfants. Le rôle des accompagnants, en général, c'est la maman, parce que le papa prend du recul, mais c'est vrai, il faut que le papa digère. Mais la maman, les mamans sont toujours plus actives, beaucoup plus, que ce soit dans le milieu scolaire. On fait face, mais les accompagnants souffrent énormément. Il y a des dégâts collatéraux. Il y a des mamans qui ont des cancers déclarés à 51 ans. Je parle d'une maman que j'adore et que je connais depuis 15 ans et qui en ce moment passe une scintigraphie osseuse pour savoir si son cancer s'est pas accroché à ses os. Donc beaucoup de mamans sont en mauvaise santé. Il y a des mamans qui sont porteuses et neurofibromatoses déclarées, qui travaillent, qui rajoutent des heures parce qu'elles ont eu un enfant neurofibromatose et qu'il faut faire des centaines de kilomètres. Elles ne veulent plus demander de dossier pour les remboursements. Parcours du combattant, je suppose. Voilà, c'est même pas la peine. Bien sûr. Faut savoir qu'il faut se justifier pour être... On ne rentre pas dans les cases, ni à la CPAM, ni à la MDPH. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou on casse un bureau sur la tête d'un directeur de CPAM ou de MDPH, ou alors on baisse les bras. Bon, pour ma part, j'ai cassé pas mal de bureaux. Donc je suis assez fière d'avoir fait reconnaître dans le 64 la neurofibromatose à la CPAM et à la MDPH. Au bout de combien de temps? Oh,
une quinzaine d'années quand même. Mais il faut savoir que maintenant, il est très difficile, quand nos enfants deviennent grands, d'avoir un suivi. Je parle de l'Aquitaine, ce que je connais. Bordeaux, il n'y a pas de centre de référence. Et on nous a trouvé un centre de référence à Toulouse où il y a un professeur qui est dermato, mais qui reçoit les patients en 20 minutes. Avant, il faut remplir des statistiques et il faut remplir un protocole. D'où le pétage de plomb de mon généraliste et de moi-même. Paris ne peut plus être possible en consultation, puisque la seule solution quand on a un rendez-vous, c'est de prendre l'avion. On ne peut pas rester une nuit, on n'a pas les moyens de rester une nuit plus une nuit, c'est absolument impossible. Donc l'avion qui part de Pau le matin et arrive à 11 h le matin à Orly, parfaitement gérable. Ensuite un taxi jusqu'à Créteil, c'est parfaitement gérable et c'est 20 €. Et le rendez-vous peut être fait et le retour peut être fait dans la journée. C'est pas plus cher que le train, mais le mot avion, la CPAM n'aime pas ça. Donc moi, tous les frais que j'ai engagés pour les transports de mon fils étant adulte sur Paris n'ont jamais été pris en compte. La CPAM aime bien faire des choses recta, c'est-à-dire que puisque vous râlez, on vous passe la personne atteinte en expertise. L'expertise, maintenant je le précise parce qu'il faut quand même le dire, dure un quart d'heure. Le dossier, le médecin ne le voit pas et n'ausculte pas le patient. Par mégarde, la sécurité sociale m'a envoyé le montant de cette fameuse expertise pour un quart d'heure qui est de 81 € que la société paye. 4 quarts d'heure à 81 €, 8 fois oui, ça 4, fait beaucoup. 32, ça fait 320 € de l'heure. Ce médecin gagne bien ça. C'est énorme. Et scandaleux à la fois. Voilà. Le courrier de la CPAM a été simple. Madame, nous vous conseillons le train ou le bateau. J'ai gardé cette lettre parce que c'est collector. Je crois que M. Arzel, qui est le directeur CPAM de la sécurité de la CPAM de Pau, n'a pas mesuré ce qui a été écrit sur cette lettre. À l'époque, Sud-Ouest a fait un article, etc. Mais on m'a demandé de me la mettre un petit peu en veilleuse. Voilà, il ne fallait pas être méchant avec M. Arzel, qui faisait tout ce qu'il fallait pour un machin. Maintenant, moi, je veux dire que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, je trouve tout ça inadmissible. Il s'agit de jeunes qui ont des espérances de vie, on n'en sait rien. Ils sont malades, ils n'ont pas cherché à être malades. Les centres, il y en a très peu ici, comme il y en a très peu ailleurs. Il faut donner la possibilité aux gens de se soigner. Je crois qu'il y a les droits des patients. Et ce droit des patients, Madame Touraine, récemment au Sénat, l'a bien mentionné, ça allait être élargi, en espérant que ça nous concerne nous, les maladies génétiques orphelines. Mais ça, tout ce qui se passe au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je ne suis pas très confiante. Vous avez essayé d'écrire au gouvernement? Ah oui, j'ai fait un courrier à l'époque au sujet des transports. À quelle époque? C'était l'année dernière, où on m'a renvoyé à un autre service, ou un autre service m'a renvoyé à un autre service. Donc, ce qui fait qu'on se lasse de faire des courriers et on ne le fait pas. Tout est étudié pour ça d'ailleurs. C'est bien cadré, surtout, il ne faut pas râler. Estimez-vous content de ce que vous avez et surtout ne râlez pas. Où puisez-vous toute cette force depuis tant d'années? Ça, c'est la question que je me pose. Je me la suis posée après 2 ou 3 ans de galère, où mon fils était très jeune, après un accident de voiture où j'étais pas très bien et ça m'a remis un petit peu sur les rails.
Et à l'époque, j'avais un généraliste qui était pas très loin d'ici, à Soumoulou. Je lui en ai parlé. Et il m'a dit, il y a des solutions, mais surtout pas de psy. Et un jour, je me suis retrouvée dans un service à Purpan, où j'étais inquiète pour mon fils, où je fumais cigarette sur cigarette. Et les médecins voyaient, les internes voyaient dans quel état j'étais. Et un jour, il y a un médecin qui est arrivé, et sous sa blouse, il avait un cahier de brouillon, tout simple, et un stylo. Et il m'a dit, votre généraliste avait raison, pas de psy. Tenez, voilà le nouveau psy. Et il est parti. J'ai mis pas mal de temps avant d'écrire, et j'ai dû noircir à peu près une quarantaine de cahiers de brouillon, que je suis en train de mettre en place un petit peu, à voir si je fais, je ne sais pas ce que je vais faire, un livre ou pas, un blog, je ne sais pas. Donc, ça fait du bien. On puise, on ne peut pas puiser dans la famille parce que la famille éclate. Ça peut toucher la famille proche, c'est-à-dire frères et sœurs qui s'éloignent, et on se retrouve seul. On n'est plus invité au mariage, on n'est plus invité aux diverses fêtes de famille. Parce qu'on dérange? Parce qu'on dérange, oui, et qu'il ne faut pas parler de la chose. Je dis de la chose, entre guillemets. Maintenant, il y a des amis. Alors, les amis, c'est... Souvent, on fait le mauvais choix. On est utilisé aussi en tant que bonne cause pour que les gens puissent se mettre en avant. Ça, on découvre aussi. On découvre des infidélités amicales. Mais c'est pas très grave, parce que c'est de bonnes expériences, et puis il ne faut pas non plus tout noircir. Ça peut détruire les couples, beaucoup de couples divorcent, beaucoup de couples éclatent vraiment. Ça peut mener à des situations très dures, très pénibles. Mais on résiste. Alors moi, ma résistance, je la puise... Alors j'ai la possibilité de pouvoir pleurer ou crier, ou comme disent les jeunes, péter un plomb, ça je le fais. Ça fait du bien. Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'on ne peut rien changer. Que si on reste dans son trou et sans rien dire, rien n'avance. Je crois qu'il vaut mieux taper du poing sur la table quand il y a besoin, quand on en a envie. Parce qu'après tout, on a tous les droits. Il s'agit de la vie de nos enfants. Ce sont des vies. Ce ne sont pas ce sont des vies. Et ça, c'est important. Une fois qu'on a ça dans la tête, pour leur procurer le plus de facilité possible dans la vie, il faut continuer à se battre et leur donner le pouvoir, eux, de se battre. Parce que s'ils voient des gens autour d'eux complètement effondrés et qui n'avancent pas, ça ne peut rien donner. Donc le sourire, ça aide, même si on n'a pas envie, on peut le faire. Retrouver le sourire de nos enfants, bah, c'est super. Depuis des années, vous vous battez pour vous, pour votre fils, pour les familles. Quel bilan au bout de toutes ces années? Le bilan n'est pas mauvais. Le bilan n'est pas mauvais puisque ça permet aux jeunes de prendre conscience que s'ils veulent arriver au moins à pas de traitement, parce qu'ils ne connaîtront pas le traitement, mais au moins avoir la possibilité de faire quelque chose. Au niveau professionnel, il faut savoir que la neurofibromatose pose des problèmes d'apprentissage. Quand ils sont enfants, au niveau scolaire, c'est une catastrophe. Ce sont les AVS, c'est les mamans qui quittent leur travail pour pouvoir suivre leurs enfants. C'est très compliqué. Et quand on arrive à leur faire avoir un diplôme, ne serait-ce qu'un CAP, ne serait-ce le bac, pas facile, mais ils y arrivent, et d'avoir un emploi et une vie normale. Ce qu'ils veulent, c'est une vie normale. Pas être mis de côté.
Pour trouver un emploi, c'est le parcours du combattant. Vu votre handicap, on ne peut pas vous prendre. Dixit DRH de la ville de Pau. Vu votre handicap, ah oui mais c'est compliqué, vous comprenez, c'est pas facile, Dixit des entreprises sur la région. Voilà, ils prennent ça comme une humiliation. Et ils se disent jamais nous ne serons intégrés. Et c'est à nous de prendre le relais. Et d'avoir la forme, et d'avoir les mots, et d'avoir la puissance de les pousser. Et qu'ils ne restent pas dans ces réflexions négatives qui ne leur apportent rien. Donc il faut aller plus loin. Et c'est à nous d'aller plus loin pour qu'eux aillent plus loin. À l'heure d'aujourd'hui, Laurence, pouvez-vous nous dresser une liste de vos attentes pour qu'enfin les familles et les personnes atteintes de la neurofibromatose puissent avoir une vie beaucoup plus facile? Alors la facilité, elle n'est pas là. Plusieurs centres de référence existent en France, ils ne sont pas toujours dans les attentes des patients. Manque de moyens certainement, manque aussi de médecins qui veulent bien s'occuper de la neurofibromatose. Juste un exemple, en Aquitaine, on ne peut pas, au niveau des adultes, Bordeaux c'est pas possible. Toulouse devient inaccessible également. Au niveau des enfants, un très bon centre de pédiatrie à Purpan, oui, par le professeur Schex. Maintenant, aller à Paris, c'est compliqué. Les échéances de rendez-vous sont à 8 mois jusqu'à 2 ans pour les séances laser. Donc, ce qui serait bien, le rêve serait que les chefs de référence se réunissent tous et essayent de mettre au point une stratégie qui soit beaucoup plus accessible aux patients. Parce que c'est une galère entre la CPAM qui fait des refus de transport, tout simplement, et puis les MDPH qui ne nous facilitent pas les choses non plus. Donc on est tous à peu près coincés dans... Très rares sont les patients qui peuvent se faire suivre le plus près de chez eux. Moi, pour ma part, par hasard, j'ai trouvé un neurologue à l'hôpital de Pau qui veut bien s'occuper de mon fils. C'est le hasard, c'est carrément le hasard. J'ai eu affaire à quelqu'un qui a pris en charge et qui va suivre mon fils, mais qui va suivre également d'autres patients, je pense, de la région, non seulement du département, mais des Landes. Mais voilà, le fait du hasard, c'est des recherches, c'est du travail, c'est 3 mois de coups de téléphone incessants de mon généraliste et de moi-même à droite et à gauche, pour enfin obtenir au bout de 3 mois un rendez-vous qui ne dure pas un quart d'heure et qui soit accessible aux patients. Ils sont jeunes, donc ils n'ont pas la possibilité non plus, ni les facultés de se battre pour trouver des rendez-vous. Donc on essaye de trouver et de faire au mieux. La demande de se retrouver tous autour d'une table, vous venez de la lancer. Espérons que... Ça, c'est pas certain. C'est pas certain. Ils sont tous débordés. Ils ont des infirmières référentes, des secrétaires référentes. Ils sont pas très accessibles par téléphone. Certains généralistes ont des priorités, mais pas d'autres. Donc, c'est assez difficile et compliqué. C'est un rêve. Espérons qu'un jour ça arrivera, que tous ces chefs de service, ces neurofibromatose, centres de référence, puissent un jour se mettre autour d'une table et essayer de parler avec les familles de patients, avec les patients eux-mêmes qui ont besoin de savoir. Alors bien évidemment, on demande à tout le monde, on nous demande à tous, pour telle ou telle association. La conjoncture actuelle est difficile pour tout le monde, mais il faut rappeler que vous avez besoin de dons. Alors nous avons besoin de dons pour faire vivre cette association qui est toute jeune, qui n'a que 1 an, hein,
Donc nous avons des adhésions. Nos adhésions sont à 20 € parce que ça c'est un choix que nous avons fait au conseil d'administration. Les entreprises peuvent adhérer également. Nous avons sorti un nouveau bon d'adhésion avec les adhésions pour des partenaires entreprises, simplement 40 € pour une entreprise. Je rappelle que nous sommes reconnus d'utilité publique, donc à partir de là, tout est déductible des impôts. Nous avons besoin de dons, oui, c'est vrai. Pour ça, il faut que l'on se fasse connaître, être médiatisé. Nous allons y arriver, tout doucement, nous allons y arriver, mais ce n'est pas facile du tout. Nous sommes quand même sur le podium des maladies rares, la 3e maladie. Il serait temps que l'on en parle vraiment sérieusement. Ces dons, c'est pour aider les familles, aider les personnes atteintes de la neurofibromatose. Pouvez-vous nous détailler? Alors, quand nous aurons suffisamment d'argent sur le compte, il est évident qu'après étude des dossiers de certaines demandes d'aide de transport, d'aide de matériel, car à un moment donné il faut du matériel, il faut des fauteuils roulants, il faut des lits adaptés. Certains patients ont aussi besoin de partir en vacances, même s'ils sont en fauteuil roulant, il faut aussi de l'aide pour ça. Beaucoup de familles, par le passé, j'ai des souvenirs, vendent leurs meubles ou vendent des biens, des bijoux pour pouvoir s'offrir un fauteuil roulant décent. Vous nous l'avez expliqué. Ou s'offrir certains petits jours de vacances, petits séjours de vacances, qui est tout à fait normal. Ensuite, il y a beaucoup de services médicaux qui ont besoin d'aide financière. La recherche a besoin aussi de finances. Et puis il y a un petit détail aussi, certains patients ont besoin aussi de changer d'air et de rêver. Le rêve dans une maladie génétique orpheline fait partie aussi de la vie. Et il serait bien que ça soit accessible à certains, même à tous. Donc ça peut nous permettre de réaliser certains rêves de jeunes, de moins jeunes et d'enfants. Donc ça aussi, c'est dans nos projets. Vous connaissez certains rêves de ces enfants, de ces jeunes? Il y a évidemment le sport, tout ce qui est assister match de foot ou rencontrer un footballeur connu, les matchs de rugby, voler en ballon, conduire une voiture de course sur un circuit. Il y a des tas de choses qui leur viennent à l'idée, qu'ils ont envie de faire. Eh bien, espérons, Laurence, qu'on va vous entendre. Vous voulez remercier toutes les personnes qui se bougent, qui vous accompagnent tout au long de ce combat. Vous avez le temps. En premier lieu, tous ces jeunes, il faut les remercier, ils ont le courage d'avancer. Beaucoup ont voulu monter cette petite association, l'Univers des Coccinelles, dont le nom et le logo viennent du Loir-et-Cher. Alors le logo, c'est Alain Le Bigot et son équipe, fameuse équipe. Marie-Christine Jacques, l'Univers des Coccinelles, c'est en mémoire de sa fille. Je remercie aussi ici autour de Pau la mobilisation de nos parrains, de nos marraines. Carole Montaigu, journaliste à RFM, Sabine Duhaut qui nous a fait une soirée extraordinaire pour récolter des fonds. Une Zumba merveilleuse. Nous avons récolté quand même plus de 1 000 €. De nos marraines aussi, Marlène, qui travaille dans l'ombre. Tous ces gens-là nous aident. Je remercie aussi
Jean-Pierre Elissade, qui spontanément a accepté d'être le parrain de l'association. Il est un ancien international de rugby, basé dans le Pays Basque, et qui est journaliste à Canal+, enfin consultant à Canal+ Sport, et qui a pris fait des causes pour l'association. Des remerciements à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Facebook. On a notre petite page qui est la page du combat des coccinelles. Il existe aussi un forum qui est un peu plus difficile d'accès, dont la vice-présidente de l'association et l'administrateur. Ce forum est fort bien fait, mais quelquefois c'est vrai que on prend la maladie en pleine face et c'est pas toujours facile à voir, mais bon, c'est aussi un forum qui est utile. Donc le jour de cette Zumba, il y avait un jeune journaliste, Franck, un apprenti journaliste qui nous a fait des photos, qui nous a fait rire aussi. Il y avait aussi des familles présentes. Karine, Floriane, avec leurs enfants. Il y avait Adeline aussi, qui est venue du Pays Basque. C'est quand même bien. Notre généraliste a fait un stop Zumba à 19h30, après une journée de travail, même un samedi. C'est aussi une très bonne chose. Le docteur? Docteur Génie. Je te remercie toi aussi, c'est parce que sans toi, on ne pourrait pas parler de nous non plus. Donc, toutes ces personnes qui étaient là, qui étaient présentes, sont importantes aussi dans notre entourage et dans notre combat. Laurence, merci de m'avoir accueillie chez vous. Je sais que vous êtes dans un quotidien assez difficile de par la maladie de Mathieu. On va vous aider. On ne vous entend pas. Voilà, on ne nous entend pas, on est dans l'ignorance. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et il m'arrive d'être dans une situation de colère par rapport à ça. Une espèce de colère vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de personnes qui pourraient faire des choses, qui pourraient écouter. Merci. Merci Marie.